À la veille d'être déclaré plus grand échec de l'entreprise, une machine à milliards tombe en panne, mais la jeune fille de la femme de ménage remarque un détail qui sauve le projet. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, cela aide énormément notre travail. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lourd silence du laboratoire n'était rompu que par le bourdonnement constant des équipements de dernière génération. Sur les murs recouverts d'acier brossé et de verre trempé, des dizaines de moniteurs affichaient des graphiques qui montaient et descendaient comme des battements de cœur irréguliers. Au centre de cet environnement futuriste, une machine imposante se dressait tel un monument à l'ambition humaine. Ses 3 mètres de haut et 2 de large abritait une technologie qui promettait de révolutionner le monde, mais qui, à cet instant, ne représentait que frustration et échec. Édouard Montaigne observait les techniciens à travers la vitre de son bureau de direction, situé au 15e étage du complexe technologique le plus avancé de Paris. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table en acajou importé, tandis que ses yeux bruns, normalement perçants et assurés, révélaient désormais l'anxiété de celui qui voyait son empire s'effondrer. À 52 ans, Édouard avait bâti Technovate à partir de rien, transformant une petite start-up en l'une des plus grandes entreprises technologiques de France. Sa réputation était impeccable, son nom synonyme d'innovation et de succès. Jusqu'à présent. La machine qui le tourmentait avait consumé 3 ans de recherche, impliqué les meilleurs ingénieurs du pays et englouti plus de 200 millions d'euros d'investissement. Baptisée Genèse, elle devait être capable de produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter une ville d'1 demi-million d'habitants. Le projet faisait partie d'un accord de plusieurs milliards d'euros avec le gouvernement français, un partenariat qui devait placer la France à l'avant-garde mondiale de l'énergie durable. Mais la Genèse refusait de fonctionner plus de 90 secondes d'affilée. Le docteur Charles Fournier, l'ingénieur en chef de l'équipe, était un homme de 60 ans, diplômé de l'école polytechnique depuis 3 décennies. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait une fois de plus les paramètres du système. Des cheveux grisonnants et des lunettes à monture dorée encadraient un visage marqué par l'épuisement. 6 semaines de travail ininterrompu avaient fait des ravages. Les cernes profonds sous ses yeux racontèrent l'histoire de nuits blanches, d'espoirs déçus et d'une pression qui grandissait de jour en jour. À ses côtés, la docteure Anne-Sophie Dubois, diplômée en génie électronique de l'Université de la Sorbonne et spécialisée dans les systèmes énergétiques, révisait pour la 1000e fois les spécifications techniques. À 35 ans, elle était considérée comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon désordonné, reflet des heures passées penchées sur des circuits et des algorithmes. La frustration était visible dans ses gestes de plus en plus brusques lorsqu'elle manipulait les instruments. Le laboratoire abritait encore 15 autres spécialistes, chacun expert dans son domaine. Il y avait des ingénieurs en mécanique, diplômés de l'école des ponts Paris-Tech, des physiciens de l'école normale supérieure, des experts en matériaux venus de l'étranger spécialement pour ce projet. Tous partagèrent la même expression de défaite. Les conversations autrefois animées et pleines d'idées se résumaient désormais à des murmures découragés et des soupirs de résignation. La routine se répétait cruellement chaque jour. À 6 heures du matin, l'équipe se réunissait pour examiner les données de la nuit précédente. À 7 heures, les tests commençaient. La Genèse était mise en marche avec toute la cérémonie qu'un équipement de cette ampleur méritait. Les premières secondes apportaient toujours de l'espoir. La machine ronronnait doucement. Ses indicateurs brillaient d'un vert stable, l'énergie circulait parfaitement. Pendant quelques instants précieux, il était possible de croire que cette fois-ci serait différente. Mais ensuite, invariablement, à 90 secondes exactes, la même séquence d'événements se déroulait. D'abord une légère oscillation dans les graphiques d'énergie, puis un tremblement presque imperceptible dans la structure. Ensuite, une cascade d'alarmes rouges envahissait les moniteurs, et la machine s'éteignait automatiquement, protégée par ses propres systèmes de sécurité. La panne était toujours classée comme résonance en cascade, mais personne ne parvenait à en identifier l'origine.
Les théories se multipliaient comme des champignons après la pluie. Certains soupçonnaient des problèmes dans le système de refroidissement. D'autres pointèrent du doigt de possibles défaillances dans la programmation des microprocesseurs. Il y avait ceux qui soutenaient que le problème résidait dans les matériaux expérimentaux utilisés pour la construction. Chaque hypothèse générait des jours de tests exhaustifs pour être finalement écartée lorsque la Genèse tombait à nouveau en panne, exactement de la même manière. Le docteur Fournier avait fait venir des consultants d'Allemagne, des experts de Corée du Sud, des physiciens renommés des États-Unis. Le laboratoire était devenu une tour de Babel technologique où les esprits les plus brillants de la planète se réunissaient autour d'une énigme qui semblait de plus en plus insoluble. 22 millions d'euros en heures supplémentaires avaient été dépensés. Le budget du projet, autrefois considéré comme généreux, était désormais une source constante d'inquiétude. Édouard sentait le poids des attentes sur ses épaules comme une montagne de béton. Les actionnaires de Technovate commençaient à poser des questions embarrassantes. La presse, autrefois enthousiasmée par le projet révolutionnaire, spéculait maintenant sur son possible échec. Le ministre de la Science et de la Technologie appelait 2 fois par semaine, toujours avec la même question. Quand la Genèse serait-elle opérationnelle? La pression ne venait pas seulement de l'extérieur. Édouard avait misé sa réputation personnelle sur le succès du projet. Dans des interviews, il avait promis que la Genèse changerait la France pour toujours. Il avait parlé d'indépendance énergétique, de leadership technologique mondial, d'un avenir où son pays serait un exemple pour le reste du monde. Chaque mot prononcé publiquement se retournait maintenant contre lui comme une accusation. Ce jeudi matin-là, en particulier, l'atmosphère dans le laboratoire était plus tendue que d'habitude. C'était le dernier jour du délai qu'Édouard avait donné à l'équipe pour résoudre le problème. Si la Genèse ne fonctionnait pas d'ici la fin de l'après-midi, il serait contraint de communiquer officiellement au gouvernement que le projet avait échoué. Les conséquences seraient dévastatrices, non seulement pour Technovate, mais pour toute l'industrie technologique française. Le docteur Fournier lança une nouvelle séquence de tests, ajustant cette fois la fréquence de fonctionnement des générateurs principaux. L'espoir dans sa voix semblait forcé lorsqu'il expliquait à ses collègues les modifications qu'il avait mises en œuvre pendant la nuit. Anne-Sophie observait les moniteurs avec une expression sceptique. Elle ne croyait plus qu'il trouverait la solution à temps. La Genèse fut de nouveau mise en marche. Comme toujours, les premiers moments furent prometteurs. Le doux ronronnement de la machine résonnait dans le laboratoire comme une musique céleste. Les techniciens retenirent leur souffle, observant chaque chiffre, chaque graphique, chaque indicateur. 30 secondes, 60 secondes. L'espoir grandissait comme une plante qui reçoit enfin de l'eau après une longue sécheresse. Mais à 90 secondes exactes, la séquence familière de panne commença. L'oscillation dans les graphiques, le tremblement imperceptible, la cascade d'alarmes, l'arrêt automatique. Le docteur Fournier appuya son front dans ses mains, vaincu. Anne-Sophie donna un coup de pied dans une chaise vide, exprimant sa frustration. Les autres membres de l'équipe baissèrent, simplement la tête, comme des soldats reconnaissant leur défaite. Édouard ne put plus contenir sa colère. Il descendit de son bureau comme une tempête, ses pas résonnant dans les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne le laboratoire. Sa présence imposante fit immédiatement taire toutes les conversations. Vêtu d'un costume italien impeccable et d'une cravate en soie qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des employés, il irradiait l'autorité et, à cet instant, une fureur à peine contenue. Il regarda autour du laboratoire, observant les visages défaits de son équipe. C'étaient des hommes et des femmes qu'il avait lui-même choisis, attirés par des salaires généreux et la promesse de participer à quelque chose d'historique. Maintenant, ils ressemblaient tous à des enfants effrayés devant sa colère. La voix d'Édouard, lorsqu'elle émergea enfin, était basse, mais chargée de déception et de rage. Ses mots résonnèrent dans l'air avec la force d'un marteau frappant le métal. La tempête avait commencé, et personne dans le laboratoire n'était préparé à son intensité. Les mots d'Édouard commencèrent comme un murmure venimeux, mais se transformèrent rapidement en un rugissement qui fit reculer instinctivement tout le monde dans le laboratoire. Sa voix résonnait contre les murs d'acier et de verre comme le tonnerre d'un orage qui déchargeait enfin toute sa fureur accumulée. « Vous êtes une vaste blague, commença-t-il.
ses yeux balayant chaque visage dans la pièce. 3 ans de travail, 200 millions d'euros investis, les meilleures universités du monde représentées ici, et vous n'êtes pas capable de faire fonctionner une machine pendant plus de 90 misérables secondes. Le docteur Fournier tenta d'interrompre, levant une main tremblante. « Monsieur Montaigne, si vous me permettez d'expliquer... »« Expliquez quoi ?» le coupa brutalement Édouard. « Que vous êtes des incompétents, que vos diplômes ronflants ne valent pas le papier sur lequel ils sont imprimés, que j'ai confié mon avenir et l'avenir de cette entreprise à une bande de charlatans. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Anne-Sophie sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant cet homme cruel. Les autres ingénieurs regardèrent le sol, humiliés, comme des élèves réprimandés par un professeur sadique. Édouard arpentait la pièce, ses mains gesticulant violemment tandis qu'il poursuivait son attaque verbale. « Vous savez quel est le vrai problème ici? Ce n'est pas la machine, c'est vous. Vous vous êtes habitué au confort, à des salaires que vous ne méritez pas, à une réputation que vous avez bâtie sur du vent. » Il pointa le docteur Fournier avec dédain. « Vous, avec votre diplôme de Polytechnique, où est votre génie maintenant? Et vous, se tourna-t-il vers Anne-Sophie, avec vos études à la Sorbonne, à quoi servent vos connaissances si vous ne pouvez pas résoudre un simple problème de résonance ?» À chaque mot, Édouard semblait grandir, nourri par sa propre colère. Le laboratoire, qui était autrefois un temple de la science et de l'innovation, s'était transformé en une arène d'humiliation publique. Les équipements de dernière génération observaient silencieusement la destruction de la dignité humaine, leur lumière clignotant comme les témoins muets d'une tragédie moderne. « Peut-être que je devrais tous vous virer sur le champ, » continua Édouard, sa voix prenant un ton encore plus cruel. « Engager une société de nettoyage pour s'occuper de ce laboratoire. Au moins, eux, ils savent faire leur travail correctement. » C'est à ce moment-là que Marie Leclerc entra discrètement dans le laboratoire. À 43 ans, elle travaillait chez Technovate depuis plus d'une décennie, toujours invisible, toujours silencieuse. Ses cheveux bruns étaient attachés en une simple queue de cheval, et ses mains calleuses tenaient un chariot de nettoyage qui grinçait doucement sur le sol en époxy. Elle portait un uniforme bleu marine, avec le logo de l'entreprise brodé sur la poche, un symbole qui, pour elle, représentait la stabilité et la dignité du travail. Marie était née à Clamart, en banlieue parisienne, fille de Jean Leclerc, un mécanicien qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des forces françaises libres. Elle avait grandi en écoutant les histoires de son père sur les moteurs qu'il réparait avec ses mains et son cœur, sur des machines qui semblaient avoir une âme. Elle s'était mariée jeune avec Antoine, un ouvrier du bâtiment, et ensemble, ils avaient élevé 3 enfants. Antoine était mort dans un accident de travail 5 ans plus tôt, laissant Marie seule pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce matin-là, comme beaucoup d'autres, elle avait emmené sa plus jeune fille au travail. Isabelle n'avait que 9 ans, mais une maturité qui impressionnait ceux qui la connaissaient. La fillette avait hérité non seulement des yeux verts perçants de son grand-père Jean, mais aussi de sa capacité presque surnaturelle à comprendre les machines. Elle passait des après-midi entiers dans le garage que Marie conservait au fond de sa maison, où elle gardait encore les vieux outils de son père. La présence de Marie dans le laboratoire n'était pas inhabituelle. Elle nettoyait toujours les locaux techniques pendant la journée, lorsque les ingénieurs travaillaient. Elle savait exactement quand apparaître et quand rester invisible. Elle avait développé au fil des ans une habileté particulière à nettoyer autour des gens sans les déranger, comme une ombre bienveillante qui maintenait l'environnement toujours impeccable. Mais ce jour-là, le laboratoire était différent. La tension dans l'air était palpable et les crises d'Édouard résonnèrent dans les couloirs depuis son arrivée à l'étage. Marie avait essayé d'attendre que la tempête passe, mais son superviseur avait insisté pour qu'elle respecte son planning. Le laboratoire devait être propre pour une inspection qui aurait lieu plus tard. Quand Édouard mentionna la société de nettoyage, Marie sentit ses joues brûler de honte, non pas à cause de la nature de son travail, dont elle avait toujours été fière, mais à cause de la manière cruelle dont il avait utilisé sa profession comme un exemple d'échec. Elle continua à nettoyer silencieusement, espérant que sa présence passerait inaperçue. Isabelle, qui était restée assise tranquillement sur une chaise près de l'entrée, observait tout de ses yeux verts attentifs. La fillette avait une capacité impressionnante à lire les émotions des gens,
héritage d'une enfance qui lui avait appris à être sensible aux humeurs des adultes. Elle percevait la douleur de sa mère, l'humiliation des ingénieurs et quelque chose de plus profond dans la colère d'Édouard, quelque chose qui ressemblait plus à du désespoir qu'à une cruauté authentique. Édouard continuait sa diatribe, marchant maintenant droit vers la Genèse. « Regardez cette machine, dit-il en frappant la structure métallique de sa main. 200 millions d'euros de ferraille inutiles. Un enfant de 5 ans aurait pu faire un meilleur travail que vous. » C'est alors que ses yeux rencontrèrent Marie, qui nettoyait discrètement une paillasse à proximité. L'expression de son visage changea, prenant une cruauté théâtrale qui glaça le sang de tout le monde dans le laboratoire. Un sourire sadique se forma sur ses lèvres lorsqu'une idée perverse prit forme dans son esprit. « D'ailleurs, dit-il, sa voix prenant un ton de sarcasme qui fit s'arrêter Marie de nettoyer, « vous savez ce qui est vraiment humiliant. Je vais faire une proposition à cette dame. » Tous les yeux se tournèrent vers Marie, qui sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Édouard marchait dans sa direction à pas mesurés, comme un prédateur s'approchant de sa proie. « Madame, comment vous appelez-vous déjà ?»« Marie Leclerc, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante, mais en gardant sa dignité dans sa posture droite. « Marie Leclerc, » répéta Édouard, savourant chaque syllabe comme s'il s'agissait d'un mets amer. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?»« 12 ans, monsieur. 12 ans à nettoyer ce laboratoire, 12 ans à observer ces génies travailler. Je parie que vous avez appris quelques trucs, n'est-ce pas ?» Édouard rit, et le son résonna dans le laboratoire comme du verre qui se brise. Marie ne répondit pas, mais ses yeux reflétaient une tristesse profonde qui toucha même certains des ingénieurs les plus endurcis. Le docteur Fournier fit un pas en avant, essayant d'intervenir. « Monsieur Montaigne, ce n'est pas nécessaire. »« Taisez-vous, » gronda Édouard. « Je pose une question sérieuse à Madame Marie. Pensez-vous que vous pourriez faire ce qu'ils n'ont pas réussi? Résoudre le problème de notre Genèse ?» Le malaise dans la pièce était tangible. Marie sentit les larmes se former dans ses yeux, mais elle refusa de pleurer devant cet homme. Elle savait que toute réponse serait utilisée pour l'humilier encore plus. « Je vais faire un pari, » continua Édouard, sa voix maintenant chargée d'une cruauté calculée. « Si Madame Marie réussit à faire fonctionner cette machine, je lui donne 100 millions d'euros. 100 millions! Imaginez ça, une femme de ménage millionnaire. » Le silence qui suivit fut brisé par une petite voix, mais étonnamment ferme. « Je peux le résoudre. » Tous se tournèrent dans la direction de la voix. Isabelle s'était levée de sa chaise et marchait vers le centre du laboratoire. Ses pas étaient assurés, ses yeux verts brillaient d'une détermination qui contrastait radicalement avec son âge. Marie sentit son cœur s'emballer. « Isabelle, non, » murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans le silence stupéfait qui s'était emparé de la pièce. Édouard observa la fillette s'approcher, son expression oscillant entre l'incrédulité et un amusement sadique. « Une enfant? Et qui es-tu, petite ?»« Je suis Isabelle, » répondit-elle simplement. « Et je peux faire fonctionner votre machine. » Le rire qui sortit d'Édouard fut plus cruel que tous les mots qu'il avait prononcés jusqu'alors. « Une petite fille va résoudre ce que les meilleurs ingénieurs du pays n'ont pas réussi. C'est mieux que n'importe quelle comédie que j'ai jamais vue. » Mais Isabelle ne se laissa pas intimider. Elle resta immobile devant la Genèse, ses yeux parcourant la machine avec un sérieux qui surprit même sa mère. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, qui fit mourir progressivement le rire d'Édouard. La fillette le regarda droit dans les yeux, ses yeux verts rencontrant les siens sans crainte. « Je peux essayer, dit-elle, et sa voix portait une conviction qui désarma tout le monde dans la pièce. Le laboratoire s'était transformé en une scène où l'absurde et la réalité se rencontrèrent de manière déconcertante. Édouard regardait Isabelle comme si elle était une apparition, une enfant qui s'était matérialisée de nulle part pour défier tout ce en quoi il croyait. La fillette restait immobile devant la Genèse, ses yeux verts étudiant la machine avec une intensité qui mettait les adultes autour d'elle mal à l'aise. Le docteur Fournier fut le premier à se remettre du choc. Sa voix tremblante brisa le lourd silence. « Monsieur Montaigne, ce n'est pas sérieux. C'est une enfant. Nous ne pouvons pas mettre une mineure en danger près d'équipements à haute tension. » Édouard rit, mais son rire sonna faux,
comme s'il ne croyait pas lui-même complètement à la situation qu'il avait créée. « Une enfant », répéta-t-il, savourant l'ironie. « C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Vous, avec toute votre éducation formelle, avez misérablement échoué. Qui sait, un esprit non contaminé par le monde universitaire pourrait voir ce que vous ne voyez pas. » Marie sentit ses jambes trembler. Elle courut vers Isabelle et lui prit sa petite main. « Ma chérie, on s'en va. Ce n'est pas un jeu. Ces machines sont dangereuses. » Mais Isabelle regarda sa mère avec une sérénité qui semblait trop ancienne pour ses 9 ans. « Maman, elle souffre, » dit-elle simplement, en montrant la genèse. « Elle est blessée à l'intérieur, comme quand Papy Jean réparait les vieilles voitures. » Le nom du grand-père fit s'arrêter Marie. Jean Leclerc avait été une légende à sa manière, un homme capable de diagnostiquer les problèmes de moteur juste au son qu'il faisait. Pendant la guerre, il avait sauvé des dizaines de vies en réparant des avions endommagés dans des conditions impossibles. Marie avait grandi en écoutant ces histoires, mais n'avait jamais imaginé que sa petite-fille pût avoir hérité de ses dons. Édouard observait l'interaction entre la mère et la fille avec une fascination croissante. Il y avait quelque chose dans la conviction d'Isabelle qui l'intriguait, malgré sa rationalité d'entreprise qui criait que c'était ridicule. « Très bien, dit-il finalement, sa voix prenant un ton plus contrôlé. « Mais si nous devons faire ça, faisons-le correctement. » Il se tourna vers le docteur Fournier avec une autorité renouvelée. « Je veux que vous documentiez tout, chaque mouvement, chaque mot. Si ça doit être un cirque, que ce soit un cirque bien documenté. » C'est à ce moment qu'une nouvelle voix résonna dans la salle. « Pardonnez l'interruption, mais je crois que cela pourrait être extrêmement précieux pour nos études. » Tous se tournèrent pour voir qui avait parlé. À l'entrée du laboratoire se tenait la docteure Sandrine Olivier, représentante de la commission de surveillance du ministère de la Science et de la Technologie. À 50 ans, c'était une femme à la présence imposante, les cheveux grisonnants attachés en un chignon élégant et des yeux qui irradiaient une intelligence vive. Elle était arrivée ce matin-là pour une inspection de routine, mais ce qu'elle trouva dépassait ses attentes les plus folles. La docteure Olivier traversa le laboratoire comme si c'était sa propre maison, observant chaque détail avec des yeux experts. En tant que représentante du gouvernement, elle avait été témoin de nombreux projets révolutionnaires, certains réussis, d'autres des échecs spectaculaires. Mais elle n'avait jamais assisté à quelque chose d'aussi insolite qu'une enfant se proposant de résoudre un problème qui avait déconcerté les meilleurs scientifiques du pays. « Monsieur Montaigne, dit-elle en s'approchant du groupe, je suis ici pour évaluer l'avancement du projet Genèse. Ce que je trouve est une situation, disons, non conventionnelle. Mais la science nous enseigne que les découvertes les plus importantes viennent souvent de là où on les attend le moins. » Édouard se sentit coincé entre sa propre arrogance et la présence de l'autorité gouvernementale. « Docteur Olivier, c'était juste un moment de frustration. Nous n'attendions pas de visite aujourd'hui. » « Je comprends parfaitement, » répondit-elle, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais maintenant que je suis là, j'aimerais proposer quelque chose. Si cette jeune fille croit vraiment qu'elle peut aider, pourquoi ne pas lui permettre d'essayer? Sous une supervision adéquate, bien sûr. » Isabelle était restée silencieuse pendant toute la conversation, mais ses yeux restaient fixés sur la Genèse. Elle s'approcha de la machine, ignorant les voix des adultes autour d'elle. Elle tendit une petite main vers la structure métallique, s'arrêtant à quelques centimètres de la surface. « Je peux toucher ?» demanda-t-elle en se tournant vers le docteur Fournier. L'ingénieur en chef regarda Édouard, qui fit un geste impatient de la main. « Oui, tu peux toucher. Elle est éteinte maintenant. » Isabelle posa la paume de sa main sur le métal froid de la Genèse. Elle ferma les yeux et resta ainsi plusieurs secondes, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Le laboratoire devint absolument silencieux, tous observant la scène surréaliste d'une fillette de 9 ans, conversant avec une machine à 200 millions d'euros. Quand elle rouvrit les yeux, il y avait une profonde tristesse dans son regard. « Elle est très fatiguée, dit Isabelle, sa voix chargée d'une empathie sincère. Et elle a peur. Chaque fois qu'on l'allume, elle ressent une douleur qui grandit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la supporter. » Anne-Sophie fit un pas en avant, sa curiosité scientifique l'emportant sur son scepticisme. « Comment ça, une douleur ?» demanda-t-elle en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur d'Isabelle. Isabelle regarda l'ingénieur avec sérieux. «
Papy Jean disait toujours que les machines ont un cœur. Quand quelque chose ne va pas, elles deviennent tristes et arrêtent de bien fonctionner. La Genèse a une petite blessure que personne ne voit, mais qui fait très mal quand elle travaille. « C'est fascinant », murmura la docteure Olivier en s'approchant. « Pouvez-vous nous montrer où se trouve cette douleur ?» Isabelle hocha la tête et commença à marcher autour de la machine, ses petites mains parcourant la surface métallique comme un médecin examinant un patient. Elle s'arrêta à des points spécifiques, penchant la tête comme si elle écoutait des battements de cœur invisibles. « Il faut que vous l'allumiez, dit-elle finalement. Juste pour quelques secondes. J'ai besoin d'entendre ce qu'elle essaie de dire. » Le docteur Fournier hésita. « Je ne sais pas s'il est sûr d'avoir un enfant si près pendant le fonctionnement. »« Je serai là pour superviser, » l'interrompit la docteure Olivier. « Et je crois que nous sommes tous curieux de voir ce qui va se passer. » Édouard, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Faites-le, Charles. Allumez la machine. » Le docteur Fournier se dirigea vers la console de contrôle, ses mains tremblant légèrement, alors qu'il préparait la séquence de démarrage. Anne-Sophie se positionna près des moniteurs de sécurité, prête à tout éteindre au premier signe de danger. La Genèse commença à s'éveiller avec son ronronnement doux et familier. Les voyants de contrôle s'allumèrent un par un et les moniteurs affichèrent les graphiques que tous connaissaient par cœur. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère. Isabelle se tenait à côté de la machine, les yeux fermés, la tête penchée vers la structure métallique, comme si elle participait à une conversation intime. Les 30 premières secondes se déroulèrent normalement. La machine fonctionnait avec la perfection dont tous se souvenaient des premiers instants de chaque test. 60 secondes passèrent et il y avait encore de l'espoir dans l'air. C'était toujours à ce moment-là que les gens commençaient à croire que cette fois serait différente. Mais Isabelle ouvrit les yeux à 70 secondes et fit un geste pour qu'ils éteignent la machine. « Arrêtez, dit-elle avec urgence. Maintenant j'entends. » Le docteur Fournier obéit immédiatement, éteignant la Genèse avant que la panne des 90 secondes ne se manifeste. Le laboratoire plongea de nouveau dans le silence, tous attendant que la fillette partage ce qu'elle avait découvert. Isabelle s'éloigna de la machine et regarda les adultes autour d'elle. Il y a un petit bruit, très petit, qui se produit quand elle s'allume, comme une cloche cassée qui essaie de sonner. Vous ne pouvez pas l'entendre parce que vos équipements font trop de bruit. Anne-Sophie fronça les sourcils. Un bruit? Quel genre de bruit? Un ping, répondit Isabelle. Très faible, mais qui devient de plus en plus fort jusqu'à faire si mal qu'elle doit s'arrêter. Le docteur Fournier se dirigea vers les moniteurs audio. Nous avons vérifié tous les schémas sonores. Il n'y a rien en dehors des paramètres normaux. C'est parce que vous cherchez de grands bruits, expliqua Isabelle avec patience. Celui-ci est petit, comme quand Papy Jean écoutait les voitures malades. Il disait toujours que les grands problèmes commencent par de petits murmures. La docteure Olivier observait tout avec un intérêt croissant. C'est une approche diagnostique fascinante. En médecine, les symptômes les plus importants sont souvent les plus subtils. Édouard, qui était resté sceptique, se trouvait maintenant véritablement intrigué. « Où exactement as-tu entendu ce « ping » Isabelle se dirigea vers la base de la Genèse et désigna une zone spécifique. « Ici, en bas. » C'est comme si quelque chose pleurait tout doucement. Anne-Sophie se dirigea vers les ordinateurs et commença à examiner les données audio des derniers tests. Il y a des enregistrements détaillés de tous les sons produits pendant le fonctionnement. S'il y a quelque chose, nous devrions pouvoir l'isoler. Les minutes passèrent, tandis qu'elle filtrait et analysait les ondes sonores, appliquant différents algorithmes de détection. Finalement, ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Le voilà. » Tous se pressèrent autour de son moniteur. Sur le graphique, presque imperceptible parmi les bruits de fonctionnement normaux, il y avait un minuscule pic de fréquence, si petit que les systèmes automatisés l'avaient classé comme un bruit de fond non pertinent. « C'est exactement là où elle a dit que ce serait, » murmura le docteur Fournier, sa voix chargée d'incrédulité. « À 72 secondes, juste à la base de la machine. » Isabelle avait trouvé, en quelques minutes, le premier indice réel sur le problème qui tourmentait la Genèse depuis des semaines. Et elle n'était qu'une enfant de 9 ans qui avait appris les machines en jouant dans le garage avec les outils de son arrière-grand-père. Le laboratoire était de nouveau silencieux, mais c'était maintenant un silence différent.
non plus de défaite ou de frustration, mais de possibilités, d'espoir renouvelé. Et au centre de tout, une petite fille qui avait commencé à prouver que parfois, les solutions les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. La découverte du ping avait complètement transformé l'atmosphère du laboratoire. Anne-Sophie travaillait fébrilement sur ses ordinateurs, isolant et amplifiant cette fréquence presque imperceptible qui avait échappé aux systèmes les plus sophistiqués du monde. Le docteur Fournier observait les données avec un mélange de fascination et d'humilité, reconnaissant que ces 3 décennies d'expérience avaient été surpassées par la sensibilité auditive d'une enfant. Edward restait silencieux, ses certitudes ébranlées. Il observait Isabelle, qui s'était assise par terre près de la base de la Genèse, ses petites mains posées sur le métal froid, comme si elle consolait un animal blessé. Il y avait quelque chose dans la posture de la fillette qui l'intriguait profondément. Ce n'était ni de l'arrogance ni de l'exhibitionnisme, mais une compassion sincère pour la machine que tous ne voyaient que comme un équipement. La docteure Olivier prenait des notes détaillées sur sa tablette, documentant chaque instant de cette découverte extraordinaire. En tant que scientifique expérimentée, elle comprenait qu'elle assistait à quelque chose qui changerait non seulement le destin du projet Genèse, mais potentiellement toute l'approche du diagnostic en ingénierie. « Isabelle, dit Anne-Sophie en s'éloignant des moniteurs, nous avons réussi à isoler le son que tu as entendu. C'est vraiment un ping, une oscillation de fréquence qui se produit exactement là où tu l'as indiqué. Mais nous ne savons toujours pas ce qui le cause. » Isabelle ouvrit les yeux et regarda l'ingénieur. « Je peux vous montrer où est le problème, mais j'ai besoin d'un outil que mon papy Jean utilisait. »« Quel genre d'outil ?» demanda le docteur Fournier en s'approchant. « Un stéthoscope, » répondit Isabelle, « mais pas un de médecin. Papy en avait un spécial, en métal, qu'il posait sur les machines pour écouter leur cœur. » Le docteur Fournier fronça les sourcils. « Tu parles d'un stéthoscope de mécanicien ? C'est une technologie d'il y a 50 ans. Et ça marche mieux que tous ces ordinateurs pour certaines choses, » répliqua Isabelle avec conviction. « Papy disait toujours que parfois les outils simples voient ce que les compliqués ne peuvent pas voir. »« Nous avons quelques vieux équipements dans la réserve, » proposa Anne-Sophie, « des instruments que nous gardons pour des démonstrations historiques. »« Apportez tout, » ordonna Édouard, sa voix révélant une urgence qui surprit tout le monde. « S'il y a une possibilité aussi infime soit-elle, nous allons l'explorer. » Pendant qu'Anne-Sophie se dirigeait vers la réserve, Isabelle poursuivait son exploration de la Genèse. Elle marchait autour de la machine à pas mesurés, s'arrêtant de temps en temps pour toucher différents points de la structure. Ses yeux verts étudiaient chaque détail, chaque jointure, chaque composant, comme si elle lisait une histoire écrite en métal et en circuit. Marie observait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle reconnaissait dans ses gestes les mêmes mouvements que son père faisait des décennies plus tôt, lorsqu'il diagnostiquait des problèmes dans les moteurs les plus complexes, avec seulement ses mains et ses oreilles. Jean Leclerc était mort quand Isabelle n'avait que 3 ans, mais d'une manière ou d'une autre, ses connaissances semblaient avoir été transmises à travers les générations. Anne-Sophie revint avec une boîte de vieux instruments. Elle y trouva un stéthoscope de mécanicien en acier inoxydable, fabriqué dans les années 70. « Tu es sûr de savoir t'en servir ?» Isabelle prit l'instrument avec révérence, ses petites mains enveloppant la tige de métal avec une familiarité surprenante. « C'est le même que celui de papy, » dit-elle, et elle plaça l'extrémité contre la base de la Genèse. Le laboratoire devint absolument silencieux, tandis qu'Isabelle déplaçait lentement le stéthoscope sur la structure de la machine. Ses yeux étaient fermés, sa concentration était totale. Elle semblait participer à une conversation chuchotée avec la Genèse, une communication intime qui transcendait le langage humain. « J'ai trouvé, » dit-elle finalement en ouvrant les yeux. « Le problème est juste ici. » Elle désigna un point spécifique à la base de la machine où une vis en acier inoxydable fixait une unité de refroidissement au châssis principal. Pour toutes les personnes présentes, il n'y avait rien de spécial à cet endroit. Il était identique à des dizaines d'autres points de fixation autour de la structure. « Qu'y a-t-il de différent avec cette vis ?» demanda le docteur Fournier, examinant l'endroit indiqué. « Ce n'est pas la vis, » expliqua Isabelle, « c'est ce qu'il y a en dessous. Il y a une toute petite fissure dans le métal, comme une blessure qui n'a pas bien cicatrisé. Quand la machine travaille,
Cette fissure vibre et fait le ping. Le docteur Fournier regarda Anne-Sophie avec scepticisme. « C'est impossible. Nous avons vérifié toute la structure avec des rayons X et des ultrasons. Il n'y a pas de fissure. »« Mais vous avez cherché de grandes fissures, » dit Isabelle patiemment. « Celle-ci est toute petite, comme un cheveu, et elle est en dessous, là où les rayons ne peuvent pas bien voir. » La docteure Olivier s'approcha, sa curiosité scientifique totalement éveillée. « Comment peux-tu être sûr qu'il y a une fissure si elle est invisible pour nos équipements ?» Isabelle posa de nouveau le stéthoscope sur le point indiqué. « Écoutez, dit-elle, je peux faire apparaître le bruit sans allumer toute la machine. » Elle prit un petit marteau en caoutchouc qu'Anne-Sophie utilisait pour les tests de résonance et donna de petits coups sur la vis. Le son qui en sortit était presque imperceptible, mais il y avait là quelque chose de différent. Un écho légèrement métallique qui ne devrait pas exister dans du métal solide. « Mon Dieu !» murmura Anne-Sophie. « Il y a vraiment quelque chose de différent dans le son. C'est une micro-fissure, invisible à l'œil nu, mais qui affecte l'intégrité structurelle. Vérifions avec la thermographie infrarouge, décida le docteur Fournier. S'il y a une fissure, il doit y avoir une dissipation de chaleur différentielle à ce point. » L'équipe apporta une caméra thermique haute résolution et la dirigea vers l'endroit indiqué par Isabelle. Au début, rien n'était visible, mais lorsqu'ils allumèrent en la genèse pendant quelques secondes, un minuscule fil rouge apparut à l'écran, indiquant une ligne de chaleur qui irradiait exactement du point où Isabelle avait identifié le problème. « C'est incroyable !» murmura le docteur Fournier en observant les images thermiques. « Une fissure microscopique, impossible à détecter visuellement, mais qui crée une résonance en cascade lorsque le système fonctionne sous pression. » Édouard s'approcha des images, les étudiant avec intensité. « Alors c'est ça ? Une fissure de la taille d'un cheveu provoque l'effondrement d'une machine à 200 millions d'euros. C'est comme papy disait toujours, répondit Isabelle. Les grands problèmes commencent toujours petits. Cette fissure est apparue quand vous avez trop serré la vis la première fois. Le métal n'a pas tenu et s'est fissuré, mais si peu que personne ne l'a vu. » Anne-Sophie consultait les registres de montage sur son ordinateur. En effet, il y a eu un problème avec le couple de serrage appliqué à cette jonction lors de l'installation initiale. Le technicien a signalé des difficultés avec la spécification du serrage, mais les tests ultérieurs n'ont montré aucune anomalie. « Parce que les tests ne peuvent pas sentir ce que la machine ressent, » expliqua Isabelle. « Elle a peur à chaque fois qu'on l'allume, parce qu'elle sait qu'elle va avoir mal quand elle arrivera à 90 secondes. C'est pour ça qu'elle s'arrête toute seule. » L'explication d'Isabelle, bien qu'exprimée en termes enfantins, avait un sens technique parfait. La microfissure créait un point d'instabilité qui s'amplifiait avec la vibration normale de la machine. À 90 secondes de fonctionnement, la résonance atteignait une fréquence critique qui activait les systèmes de sécurité. « Mais si nous savons où est le problème, nous pouvons le réparer », dit le docteur Fournier, l'espoir grandissant dans sa voix. Isabelle secoua la tête. « Pas besoin de changer quoi que ce soit. Papy m'a appris que parfois, il vaut mieux donner un médicament pour la douleur que de faire une opération. »« Comment ça ?» demanda Édouard en s'approchant. « La fissure souffre parce que la vis est trop dure. Si vous mettez un petit coussin en métal mou en dessous, la fissure arrête d'avoir mal et le ping disparaît. »« Tu parles d'une bague en matériau plus malléable ?» demanda Anne-Sophie. Isabelle hocha la tête. « Papy utilisait du cuivre quand les vis faisaient mal au moteur. Le cuivre est mou et gentil. Il absorbe la pression sans faire mal. » Le docteur Fournier et Anne-Sophie se regardèrent. La solution proposée par Isabelle allait à l'encontre de tous les protocoles d'ingénierie de Technovate. Remplacer des composants de haute technologie par des solutions simples et traditionnelles semblait presque primitif. Mais Édouard était arrivé à un point où il était prêt à tout essayer. « Faites-le », ordonna-t-il. « Installez la bague en cuivre qu'elle suggère. » L'équipe travailla rapidement pour fabriquer une petite bague en cuivre avec les spécifications exactes requises. Isabelle supervisa tout le processus, offrant des suggestions sur l'épaisseur et le positionnement qui, bien que venant d'une enfant, démontraient une compréhension intuitive de la mécanique qui impressionnait les ingénieurs. Lorsque la bague fut installée et la genèse préparée pour un nouveau test, le laboratoire était tendu d'expectative. Tous savaient que ce moment définirait non seulement le destin du projet, mais aussi la crédibilité de tout ce en quoi ils croyaient en matière de science et de technologie.
Isabelle se tenait à côté de la machine, une petite main posée sur sa surface. « Elle est prête maintenant, » dit-elle doucement. Elle n'a plus peur. Le docteur Fournier lança la séquence d'activation avec des mains qui tremblaient d'anxiété et d'espoir. La Genèse s'éveilla avec son ronronnement familier, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le son. Il était plus doux, plus harmonieux. 30 secondes passèrent sans incident, 60 secondes. Les 90 secondes critiques approchaient et tout le monde retint son souffle. 91 secondes, 92, 95. Le compteur continua de monter. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. La Genèse fonctionnait parfaitement, comme si elle n'avait jamais eu de problème. Le ping avait complètement disparu. Les graphiques montraient une stabilité totale sur tous les systèmes. Lorsque la machine atteignit 15 minutes de fonctionnement continu et parfait, le laboratoire explosa en applaudissements. Le docteur Fournier avait les larmes aux yeux. Anne-Sophie criait de joie. Même Édouard souriait sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Au centre de toute cette célébration, Isabelle souriait simplement, sa main toujours posée sur la Genèse. La machine était heureuse maintenant, et elle aussi. Les jours qui suivirent le succès de la Genèse furent une période de profonde transformation pour tous au laboratoire. La machine continuait de fonctionner parfaitement, produisant de l'énergie propre de manière stable et continue. Les rapports qui parvenaient au gouvernement français étaient empreints d'une euphorie contrôlée. La France était sur le point de devenir un pionnier mondial dans une technologie révolutionnaire, et tout cela grâce à la sensibilité d'une fillette de 9 ans. Édouard faisait face à ce qui était peut-être la première véritable crise de conscience de sa vie d'adulte. Assis dans son bureau panoramique, observant Paris s'étendre à l'infini à travers les baies vitrées, il se demandait comment il en était arrivé à ce point d'arrogance et de cruauté. Le souvenir de ses paroles dans le laboratoire le hantait. Il avait humilié des personnes dévouées, avait utilisé le travail honnête de Marie comme symbole d'échec et avait failli manquer l'occasion de résoudre le plus grand défi de sa carrière par pur préjugé. La promesse qu'il avait faite de manière sarcastique le confrontait maintenant dans toute sa littéralité. 100 millions d'euros. À l'époque, cela semblait une somme trop absurde pour être prise au sérieux. Maintenant, c'était une dette d'honneur qu'il savait devoir honorer, quelles qu'en soient les conséquences financières. Marie Leclerc n'était pas retournée au travail depuis ce jour. Édouard avait insisté pour qu'elle prenne un congé payé pendant qu'il organisait les détails du paiement de la récompense. La femme simple de Clamart n'arrivait toujours pas à réaliser pleinement ce qui s'était passé. Sa fille avait changé non seulement leur vie, mais potentiellement le destin énergétique de tout un pays. Dans sa modeste maison, Marie observait Isabelle jouer dans le jardin comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. La fillette avait repris sa routine normale, aidant sa mère dans les petites tâches ménagères et jouant avec les vieux outils de son arrière-grand-père dans le garage. Pour elle, résoudre le problème de la Genèse avait simplement été une question d'écouter ce que la machine essayait de dire. Le mercredi suivant, Édouard demanda à Marie et Isabelle de venir chez Technovat pour une réunion formelle. Marie mit sa plus belle robe, un ensemble bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales, et coiffa soigneusement les cheveux d'Isabelle. Elles arrivèrent au complexe d'entreprise avec la même simplicité que toujours, mais furent cette fois accueillies avec révérence et respect. Le bureau d'Édouard avait été réorganisé pour l'occasion. En plus de lui étaient présents la docteure Olivier du ministère, le docteur Fournier, Anne-Sophie et un avocat spécialisé dans les contrats de haute complexité. La formalité de l'environnement contrastait avec le naturel avec lequel Isabelle explorait les objets décoratifs de la pièce. Édouard commença à parler, sa voix chargée d'une humilité que personne n'avait vue auparavant. « Marie-Isabelle, je veux commencer par vous présenter mes excuses. Mon comportement ce jour-là a été inexcusable. J'ai laissé la frustration et la peur me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. » Marie hocha la tête en silence. Elle avait pardonné à Édouard au moment où elle avait vu Isabelle résoudre le problème. Elle comprenait que les hommes puissants réagissaient souvent mal lorsque leurs certitudes étaient ébranlées. « Mais je suis ici aujourd'hui pour honorer ma parole, » continua Édouard. « 100 millions d'euros, c'est la somme que j'ai promise, et c'est la somme qui vous sera transférée. »
Le silence qui suivit fut brisé par la petite voix d'Isabelle. « C'est beaucoup d'argent, dit-elle en regardant Édouard avec curiosité. « Pourquoi voulez-vous en donner autant ?» Édouard sourit pour la première fois de manière sincère depuis des semaines. « Parce que tu as fait quelque chose que je croyais impossible. Et parce qu'une promesse est une promesse, peu importe les circonstances dans lesquelles elle a été faite. » L'avocat expliqua les détails techniques du transfert. La somme serait déposée dans un fonds fiduciaire, garantissant qu'Isabelle y aurait plein accès à sa majorité, tandis que Marie recevrait un revenu mensuel substantiel pour les besoins immédiats de la famille. Mais Édouard avait préparé plus que le simple respect de sa promesse initiale. Pendant ces nuits blanches de la semaine précédente, il avait fait des recherches sur la famille Leclerc. Ce qu'il avait découvert l'avait profondément touché. « Marie, dit-il, sa voix prenant un ton plus personnel, « j'aimerais en savoir plus sur votre père, Jean Leclerc. » Marie sourit, toujours prête à partager les souvenirs de l'homme qu'elle admirait tant. « Papa a été mécanicien toute sa vie. Pendant la guerre, il a servi dans les forces françaises libres, comme spécialiste des moteurs d'avion. Il a sauvé beaucoup de vies, en réparant des avions endommagés dans des conditions impossibles. » Édouard sentit quelque chose bouger profondément en lui. « Sauriez-vous me dire s'il a rendu des services spécifiques à, disons, des pilotes français qui volaient dans des missions risquées ?» Marie fronça les sourcils, essayant de se souvenir des histoires qu'elle avait entendues dans son enfance. Il parlait toujours d'un épisode spécial. Un avion qu'il a réparé en plein vol, risquant sa propre vie pour sauver le pilote. Il disait qu'il n'avait jamais su ce qui était arrivé à ce jeune homme. Édouard ferma les yeux un instant, digérant une coïncidence qui semblait impossible. Le pilote de cet avion était mon grand-père, Antoine Montaigne. Il m'a raconté cette histoire des centaines de fois avant de mourir. Il parlait d'un mécanicien héroïque qui lui avait sauvé la vie, mais il n'a jamais réussi à le retrouver pour le remercier. Le silence qui s'installa dans la pièce était chargé d'émotion. Marie porta les mains à son visage, des larmes coulant sur ses joues. Isabelle regardait d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre l'ampleur de ce moment. « Mon grand-père a cherché Jean Leclerc pendant des décennies, » continua Édouard, sa propre voix étranglée par l'émotion. Il voulait le remercier personnellement, le récompenser pour son acte de courage. Il est mort sans avoir pu le retrouver. Alors Isabelle a hérité de plus que le don mécanique de son arrière-grand-père, murmura la docteure Olivier. Elle a aussi hérité de l'opportunité de boucler une boucle de gratitude entre deux familles. Édouard se leva et se dirigea vers la fenêtre, essayant de maîtriser ses émotions. Pendant des années, j'ai bâti cette entreprise en ne pensant qu'au profit et au succès. J'ai oublié les valeurs que mon grand-père a essayé de m'enseigner. Des valeurs d'humilité, de gratitude et de reconnaissance du mérite où qu'il se trouve. Il se tourna vers Marie et Isabelle avec une détermination renouvelée. En plus de la récompense promise, je veux offrir une assistance médicale à vie pour toute votre famille, le règlement de toutes vos dettes et une proposition de travail. Marie le regarda, surprise. Quel genre de travail? Je veux créer une nouvelle division chez Technovate, expliqua Édouard. Le diagnostic intuitif Jean Leclerc. Vous en seriez la directrice, responsable de former nos ingénieurs à écouter les machines avec sensibilité, pas seulement avec des instruments. Et Isabelle serait notre consultante spéciale, ajouta Anne-Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Elle pourrait nous apprendre à voir les problèmes que la technologie seule ne peut pas détecter. Isabelle regarda sa mère, puis Édouard. Je pourrais continuer à jouer avec les outils de Papy Jean? Bien sûr, répondit Édouard, en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de la fillette. En fait, nous allons monter un atelier spécial juste pour toi, avec tous les outils dont tu auras besoin. Les mois qui suivirent transformèrent non seulement Technovate, mais toute l'approche de l'entreprise vis-à-vis de la technologie et des personnes. La division Jean Leclerc devint révolutionnaire, développant des méthodes de diagnostic qui combinaient l'intuition humaine avec la précision technique. Les ingénieurs expérimentés apprenaient humblement de Marie et Isabelle, découvrant que des décennies d'éducation formelle ne remplaçaient pas la capacité d'écouter réellement ce que les machines essayaient de communiquer. Édouard changea profondément en tant que leader. Ses réunions de direction incluaient désormais des moments de réflexion sur l'impact humain des décisions techniques. Il mit en place des programmes de reconnaissance qui valorisaient non seulement les titres académiques, mais aussi la sagesse pratique et l'expérience de vie. La genèse
continuait de fonctionner parfaitement, produisant de l'énergie propre pour des milliers de foyers à Paris. Mais son véritable héritage était ce qu'elle avait enseigné sur l'humilité, l'écoute et l'importance de garder l'esprit ouvert aux solutions venant de sources inattendues. Le docteur Fournier, qui s'était initialement senti humilié par le fait d'avoir été surpassé par Isabelle, devint l'un des plus grands défenseurs de la nouvelle approche. Il commença à inclure dans ses cours à l'université des modules sur la sensibilité diagnostique, enseignant aux jeunes ingénieurs que la technologie la plus avancée du monde ne remplaçait pas la capacité humaine à percevoir des schémas subtils. Anne-Sophie développa une amitié particulière avec Isabelle, l'emmenant souvent visiter d'autres laboratoires où des problèmes complexes attendaient des solutions créatives. La fillette arrivait toujours avec son stéthoscope en métal et repartait en laissant des ingénieurs expérimentés émerveillés par sa capacité à détecter des problèmes invisibles. Un samedi après-midi ensoleillé, 6 mois après la résolution du problème de la Genèse, Édouard trouva Isabelle assise à côté de la machine dans le laboratoire. C'était son endroit préféré pour jouer lorsqu'elle visitait l'entreprise avec sa mère. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant par terre à côté d'elle. Isabelle sourit, sa petite main posée sur la structure métallique de la Genèse. « Elle est heureuse maintenant, » dit-elle doucement. « Elle fait ce pourquoi elle est née. » Édouard observa la machine qui avait failli détruire son entreprise et sa réputation. Maintenant, elle fonctionnait comme un cœur mécanique parfait, pompant de l'énergie propre vers la ville. Mais plus important encore, elle avait été le professeur qui lui avait enseigné des valeurs qu'il avait oubliées. « Et vous » demanda Isabelle, le regardant de ses yeux verts perçants. « Êtes-vous heureux de faire ce pourquoi vous êtes né » Édouard réfléchit à la question. Il pensa à l'homme qu'il était 6 mois plus tôt, obsédé par les profits et le pouvoir, incapable de reconnaître la valeur là où il ne s'attendait pas à la trouver. Il pensa à l'homme qu'il était devenu, plus humble, plus empathique, plus connecté aux personnes qui faisaient fonctionner son entreprise. « Oui, » répondit-il finalement. « Je crois que j'apprends à faire ce pourquoi je suis né. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant le doux ronronnement de la Genèse. Dehors, Paris continuait sa vie frénétique, mais à l'intérieur régnait une paix qui venait de la compréhension que parfois, les plus grandes réparations n'ont pas lieu dans le métal ou les circuits, mais dans le cœur des gens. Marie apparut à la porte du laboratoire, souriant en voyant sa fille et l'homme qui était devenu non seulement son patron, mais un véritable ami de la famille. « Prête à rentrer à la maison, Isa » demanda-t-elle. Isabelle se leva, donna une petite tape affectueuse à la Genèse, comme si c'était un animal de compagnie, et fit un signe de la main à Édouard. « À lundi, monsieur Édouard. »« À lundi, Isabelle. » Édouard resta seul avec la machine quelques minutes de plus. Il posa la main sur la même surface où Isabelle avait détecté le problème pour la première fois, essayant de ressentir ce qu'elle ressentait. Il n'entendait ni voix ni murmure, mais il y avait quelque chose là, une sensation de mission accomplie, d'harmonie retrouvée. La véritable réparation, comprit-il enfin, n'avait pas été dans la petite fissure du métal. Elle avait été dans la fissure bien plus grande qui existait dans son propre caractère. Et tout comme la Genèse fonctionnait maintenant mieux que jamais, il découvrait lui aussi que les gens, lorsqu'ils sont réparés avec humilité et amour, peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Chers auditeurs, le voyage d'Édouard, Marie et Isabelle nous enseigne que la véritable sagesse ne vient pas seulement des livres ou de la technologie, mais de la capacité d'écouter avec le cœur. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché en la racontant, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Chaque jour, nous vous proposons des récits qui révèlent la beauté de l'âme humaine, des histoires qui nous rappellent que les miracles les plus extraordinaires naissent souvent des gestes les plus simples. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez de croire en la magie qui existe lorsque nous ouvrons nos cœurs pour écouter ce que le monde essaye de nous dire.